Bonjour, bonsoir à tous et toutes et bienvenue dans ce 66e épisode de Kiss My Ace, le podcast de jeux blancs, spécial tournoi de Rome, le dernier Master 1000 sur terre battue qui a marqué l'histoire côté messieurs, car Yannick Sinner a remporté le dernier Master 1000 qui lui manquait à sa collection. Donc le voilà avec tous les Master 1000 en carrière. Et puis côté féminin, Elina Svitolina a enfin remporté un grand titre depuis son retour de maternité. Voilà, elle va remporter son cinquième double Vita 1000 et son troisième titre à Rome, mais surtout son premier gros titre depuis 2018 et un titre largement mérité vu tout ce qu'elle a produit et traversé depuis son retour. Pour parler de ces deux finales, évidemment, je ne suis pas tout seul, je serai accompagné de Thomas aujourd'hui. Comment ça va, Thomas? Bah, salut Auguste, salut tout le monde. Écoute, ça va très bien. Je suis très heureux de pouvoir débriefer avec toi ce tournoi de Rome et qui clôture un petit peu la mise en bouche avant Roland-Garros. Et il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit du côté homme et femme, donc vraiment hâte de pouvoir en parler avec tout le monde. Voilà. Donc, on va commencer côté messieurs parce que là, au moment où on enregistre, la finale entre Casper Ruud et Yannick Sinner vient de se finir il y a à peine 10 minutes. Donc, c'est encore très frais dans nos têtes. Donc, on va pouvoir y aller sur ça. Et puis, surtout, c'était un moment d'histoire qu'on a vécu parce que Yannick Sinner a vraiment coché encore plein de cases pour aller s'asseoir à la table du Big Three, en se joignant à la table de Novak Djokovic en ayant remporté tous les Master 1000 en carrière, sauf que lui, il l'a fait à 24 ans et pas à 31 ans. Et il rejoint aussi Rafael Nadal en ayant remporté les trois Master 1000 sur terre battue durant la même saison, chose que Nadal n'a fait qu'une fois dans sa carrière en 2010. Donc voilà, encore deux records où il vient s'asseoir à la table des très très grands qu'on a eu. Victoire du coup 6-4, 6-4 sur un Casper Ruud qui n'a pas démérité. On aurait pu s'attendre à une victoire plus autoritaire, mais au final Ruud a bien joué son match. Il est loin d'être passé à côté de sa finale. Il a même breaké d'entrée dans le premier set. Mais à un moment, Yannick Sinner a remis les pendules à l'heure, il s'est remis sur les bons rails et a fait comprendre très vite qu'il ne laisserait pas passer sa chance aujourd'hui devant son public pour bien finir cette belle histoire. Thomas, je vais te laisser parler sur cette finale, sur comment Yannick Sinner a réussi à retourner le match à partir de la fin du premier set et aussi bah, du coup sur toutes les stats et les moments historiques que cette victoire engendre. Très bien, alors ce match s'est joué vraiment sur des éléments plutôt tactiques et surtout malheureusement au niveau du niveau moyen des deux hommes, hein, au niveau plancher. D'un côté, on a Yannick Sinner, donc numéro un mondial, qui a le niveau plancher le plus élevé du circuit. En termes de niveau moyen, il a deux niveaux, voire trois niveaux de plus que tout le monde. Et même quand il ne joue pas son meilleur tennis, il est capable de battre régulièrement la plupart des membres du top 20, voire du top 10 et même du top 5, ce qui est encore plus effarant. Et contre un joueur du calibre de Casper Ruud, quand même, qui a fait double finaliste à Roland-Garros, un spécialiste de terre battue qui a remporté Madrid l'année dernière et qui jusque-là faisait un très mauvais début de saison. Il n'avait plus battu un membre du top 20 avant le tournoi de Rome depuis Alex de Minaur à la United Cup. Là, il enchaîne quand même pas mal de grosses performances. Casper Ruud, hein, en battant les HK, il y a eu un déclic. Après, il a battu Musetti. Donc, il a quand même battu des joueurs confirmés sur terre battue. Il n'a pas battu n'importe qui. Mais finalement, face à Sinner, il est impuissant. Il s'est révélé impuissant comme la plupart des joueurs finalement. Et ce problème, ça s'est vu directement, pas avec l'entame du match, puisque Casper Ruud, comme tu l'as dit, Auguste, a breaké, mais dans les fondamentaux purs, si on regarde vraiment les fondamentaux purs et la tactique mise en place, c'était clair et net que ça allait finir par céder du côté de Ruud. Premier set, il arrive à breaker, et on se dit que peut-être en appuyant vraiment sur sa dynamique, hein, le service retour, c'est-à-dire un gros service suivi d'un coup préférentiel en coup droit pour empêcher Yannick Sinner de mettre en place son jeu d'asphyxie du fond du court. Peut-être que Rude allait finalement faire quelque chose, mais petit à petit, cette dynamique service-retour s'est révélée complètement impuissante, et cela à cause du retour de Yannick Sinner. Yannick s'est vraiment mis
au fond du court sur les premières, voire sur les secondes balles de Rude, et a vraiment essayé de faire des balles bombées, à essayer de travailler la balle pour vraiment renvoyer même sur le coup droit de Casper Ruud, des balles extrêmement bombées. Et surtout évidemment sur le côté revers, hein, puisque c'est le coup historiquement très faible du Norvégien. Et ce qui fait que Rude devait se décaler en coup droit. Il était face à une balle bombée, donc il pouvait pas enchaîner vraiment, pouvait pas faire sa mécanique du service retour pour finir le point en un coup de raquette. Et il se retrouvait finalement enfermé dans cette diagonale revers qui était une diagonale coup droit à ce moment-là. Il essayait de tourner autour de son coup droit, mais il finissait tôt ou tard. Soit il se prenait le contre-pied, donc il était obligé de se replacer au milieu du court, soit il se faisait complètement après encapsulé dans son revers. Et il était poussé à la faute directement par Sinner. Et c'est aussi ce coup-là qui fait toute la différence sur le match-up entre les deux hommes. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a vu des tollés mémorables là ces dernières saisons. On peut penser l'année dernière où Rude s'était pris 6-0, 6-1 par Yannick Sinner. Là, il a été un peu plus, il a tenu un peu plus le coup, mais la dynamique revers est tout simplement inarrêtable du point de vue du point de vue des rencontres entre les deux hommes. Et là, même si ça a été différé, il s'est fait enfermer sur son revers. Les balles bombées sur son revers, quand il était en coup droit dessus, il n'arrivait donc pas à réinjecter de la puissance, du pace. Et à partir de là, c'était qu'une question de temps. Et à la fin du set, il se fait breaker. Déjà, il s'est fait des breaks, puis il s'est refait breaker. Et dans le deuxième set, Yannick Sinner en a profité pour breaker d'entrée. Puis il a tranquillement conservé son service. Et Ruud a été déjà trop occupé à défendre le sien, plutôt que et pour mettre la pression sur Sinner. Donc voilà, la dynamique du match, elle est très simple. Différence de coup droit, impossibilité pour Ruud de mettre son schéma habituel service-retour. Et à la fin, ça fait 6-4, 6-4. Et on a envie de dire, bah, c'est normal. Bien sûr, et dans un match où Sinner a mis du temps à être régulier sur sa première balle, sur le début de match, il n'en a pas passé une. Euh, donc ça a un peu aidé Rude à se mettre dedans et à pas enfin, et à pas être distancé trop Submergé. vite. Et ce que je veux dire aussi, c'est que Rude a quand même tenté de modifier ses schémas de jeu. Il a fait quelques services volés, chose qu'on on le voit pas souvent faire. Il y a un moment où il était vraiment les deux pieds dans le court pour essayer de prendre la balle le plus tôt possible pour prendre du temps à Sinner, chose très honorable, mais contre Sinner qui peut se transformer en joueur de ping-pong à ce moment-là, c'est pas, enfin, c'est vraiment très osé et c'est pas voué à l'échec, mais tu vas quand même sur un terrain que Sinner adore. Mais bon, Rude a quand même tenté des choses, à varier ses tactiques, je trouve. Mais ça n'a pas suffi parce que, bah, comme tu l'as très bien dit, les niveaux moyens ne sont pas les mêmes. Et le niveau moyen de Yannick Sinner est au niveau max de Rude, en tout cas sur cette finale, mais même en général, enfin, on s'est toujours, enfin, on s'est tout de suite dit que pour que Rude ait la moindre chance de mettre en péril Sinner, faut que lui soit à chaleur et joue un immense match, et que Sinner soit dans un jour plus compliqué. Et ça s'est pas vu, et forcément, bah, le résultat est sans appel, hein. Et donc, pour rappeler quelques chiffres, du coup, bah, Sinner, comme je l'ai dit en introduction, a pris tous les Masters 1000 en carrière. Il a rejoint Djoko et Nadal sur les différents records. Il en est du coup à 34 victoires de suite en Master 1000, où bah, il continue à faire grimper son record, parce que durant la semaine, il a battu le record de Djokovic, qui était à 31 victoires de suite en Master 1000. Bah, là, pour le moment, Sinner en est à 34, et on verra s'il le joue au Canada jusqu'où il peut monter. Au Master 1000, il en est à 28 victoires de suite, hein. Il a plus perdu depuis sa défaite contre Menchik en février à Doha. 29 même là. Là, je crois que c'est à 29e avec 29? la On victoire n'avait contre pas Ruud, dit je crois. 28? 28, je pense, mais c'était hier. Ça, c'est maintenant avec la victoire contre Ruud, il est à 29, je crois. 29, pardon. Ouais, 29 Effectivement, consécutives. 29 victoires de suite. Euh, et puis maintenant, surtout, la grande question, c'est on se projette tout de suite sur Roland-Garros, parce que bah, c'est le seul tournoi qu'il manque avec les JO, mais les JO comptent entre guillemets un peu moins, vu que c'est tous les 4 ans et que c'est pas vraiment au fil de la saison, on va dire classique, mais
Donc, dans son tableau de chasse, il lui manque que Roland Garros pour avoir fini vraiment tout le jeu. Euh, L'édition de cette année arrive dans une semaine. Carlos Alcaraz, le double tenant du titre et grand rival de Sinner, est blessé et donc ne jouera pas. Et c'est sûr que là, on voit mal qui peut stopper Yannick Sinner dans la forme de sa vie, dans la dynamique de sa vie aussi. Euh, et dans un grand chelem où il arrivera en ultime favori. Thomas, on va tout de suite un peu aller vers cette question, même si on refera un podcast vraiment dédié au prono de Roland Garros. Mais voilà, on peut quand même commencer à se projeter. Est-ce que pour toi, c'est sûr et certain, Sinner va finir le jeu et prendre Roland cette année? Ou est-ce que tu vois un scénario dans lequel il pourrait ne pas le prendre et encore avoir un objectif à suivre pour, du coup, pour la saison prochaine? Ah bah, comme dit le proverbe, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein. Tout est possible en tennis. Voilà, tout peut arriver. Il ne faut jamais dire, voilà, il ne faut jamais entériner, voilà, d'autres joueurs potentiels qui seraient susceptibles de battre Sinner. Mais dans l'état actuel des choses, le grand rival, comme tu l'as dit, Alcaraz n'est pas là et ça nous semble compliqué de voir un autre joueur qui serait capable de battre ce Sinner-là. Ce Sinner qui maintenant, bah, je pense au-delà du fait qu'il a en effet remporté tous les Masters 1000 de ce début de saison, a montré qu'il avait fait d'énormes progrès depuis la fin de l'US Open, notamment, hein, je pense à l'US Open en 2025, où il avait montré une certaine friabilité sur son service. Maintenant, Sinner, c'est un as du service retour. Il est imbattable là-dedans. Il a l'un des meilleurs coups droits du circuit. Il a le meilleur revers du circuit, à mon sens, avec Zverev et Djokovic. Il a une diversité maintenant, hein, on aurait pu revenir même là-dessus, mais sur les amortis qu'il a pu distiller là, contre Rude à un certain moment clé du match d'ailleurs, hein, ce qui a permis de le briquer, ce qui a permis de briquer le Norvégien. Donc tout ça, tout cet amalgame, en fait, ça montre en fait un joueur qui arrive en confiance, qui en fait est sur une vague de confiance qui fait que ça semble difficile de le voir se faire battre à la régulière par quelqu'un d'autre qu'Alcaraz. Zverev, il est blessé au dos, on l'a vu, il a pas l'air en grande forme et surtout il se fait étriller à chaque fois qu'il affronte Oui, Sinner. même à 100%, Xeref, Voilà, même à il 100%, passe c'est bien. 3-7 quoi, ou allez, 4-7, mais Voilà. c'est pas. C'est 7-6, Voilà, 6-3, 6-4. Merci, hein, oui, voilà, c'est ça, et encore, il y a peut-être un 6-1 ou 6-0 qui se glisse par là, mais c'est sûr. voilà, c'est terrifiant. Djokovic, c'est un peu l'anomalie X, hein, mais Djokovic, bon, à l'Open d'Australie, c'était un petit peu, c'était un coup de chance monumental, hein. Il sauve Oui. Sinner qui n'arrive pas à convertir ses balles de break, c'est en 5-7, c'est que ça arrive une fois tous les 5 ans, ce genre de truc. Oui, et puis en plus, sur une surface bien plus rapide, En plus. et sur son premier tournoi enfin, premier gros tournoi de la saison, là, on le rappelle, Djoko, il a quand même pris first contre Prizmic à Rome, hein. C'est ça, Attention. voilà, c'est ça, tout à fait. Il va arriver sans repère à Roland. Bon, après, c'est Djokovic, hein, je pense qu'il peut aller loin dans ce tournoi, mais face à Bien des sûr. joueurs comme Sinner, qui sort justement qui est en apothéose et auréolé des 5 premiers Masters 1000 de la saison, ça semble compliqué. Et derrière, il n'y a pas grand monde. Moussetti, ça aurait pu être un problème. Moussetti est blessé. Les joueurs comme Draper, ils sont blessés aussi. Ils sont Runeux, il est blessés blessé aussi. aussi. En fait, tous les joueurs qui peuvent être susceptibles, qui sont susceptibles d'inquiéter Sinner ne sont soit blessés, soit en méforme. Donc, à partir de là, voilà, on voit bien Casper Ruud. Casper Ruud, il sera un peu outsider potentiel, hein, vu son niveau à Rome. Mais qu'est-ce qu'il va faire contre Sinner? Bah, il va se prendre 3-7 secs. Donc Oui. non, voilà, moi je pense vraiment que il y a Medvedev, c'est vrai qu'il y a Medvedev, mais Medvedev, Mm. on connaît son passif sur terre battue. Est-ce qu'il va aller en demi-finale ou en quart de finale Mm. de Roland-Garros? Rien n'est moins sûr. Il est capable de se faire sortir au premier tour. On le connaît, on connaît l'animal. Donc non, ce qu'il faut surveiller de près, c'est l'enchaînement justement que vient de faire Sinner. Est-ce que ça ne lui laisserait pas quelques petites traces, voilà, de fatigue? On l'a vu fatigué quand même là sur ses 2 derniers tours à Rome. Est-ce que sur un 3-7 gagnant, est-ce qu'on pourrait pas le pousser au quatrième set, au cinquième set, dans les premiers tours? Est-ce qu'il pourrait pas arriver crevé dans les dernières échéances de Roland? Mais encore une fois, bon, voilà, le seul qui est capable de battre, parce que c'est lui-même, c'est son physique. Mais bon, est-ce qu'il y a quelqu'un déjà qui est susceptible de l'emmener en 4-7, voire en 5-7, sachant que là, il a perdu 3-7 sur toutes ses dernières victoires en Masters 1000 en tout. Sur ses 34 victoires, il a perdu que 3-7. Bon, ça semble un peu gros. Donc à partir de là, ne jamais dire jamais, mais Sinner est et restera le grand favori de Roland-Garros. Et il y a quand même, allez, à l'heure actuelle, un 80-20 de pourcent de chance qu'il gagne le tournoi, Mm. je pense. Ouais. Bah, à fond, moi, je vais te rejoindre, hein. Pour moi, enfin, sauf blessure, qu'on ne lui souhaite pas, bien Mhm. sûr, mais pour moi, le seul scénario où Sinner ne remporte pas Roland Garros, c'est s'il se prend un tableau
de l'enfer, enfin avec les meilleurs joueurs possibles, quoi. On pourrait penser, par exemple, à un Fonseca ou un Rodar au deuxième tour, au troisième tour, qui sont des joueurs en forme et qui savent jouer sur terre battue et qui pourraient peut-être lui prendre euh, un set, voire deux s'ils sont vraiment en grande forme. Euh, Si après ça enchaîne avec un Vachereau ou un Fils en huitième, alors bien sûr, de l'autre côté, on espère que Arthur Fils, la meilleure chance française, ne tombe pas dans la partie de Sinner, mais si le but c'est que tout le circuit s'allie pour pas que Sinner gagne à la fin, faut mettre les meilleurs joueurs sur le chemin et que l'enchaînement fait que enfin, des joueurs arrivent à prendre un set, deux sets et qu'il enchaîne des matchs qui durent entre, on va dire, 2h45 et 4h. Et que s'il y a un enchaînement, je sais pas, Rodar au troisième tour, Fils en huitième et Medvedev en quart, imaginons, et que Sinner, il arrive en demi avec un temps de jeu qui est entre 14 et 17 heures pour la fourchette et que derrière, il y a un Djokovic ou même un Zverev, même si j'ai plus de mal à le voir, qui arrive plus frais avec un tableau plus simple en demi, pourquoi pas? Mais c'est sûr que ça serait euh, enfin, il y a une chance très mince que ça se passe et il faut vraiment que Sinner se prenne le pire tableau possible avec les joueurs qui sont encore en état de jouer. Parce que comme tu l'as très bien euh, souligné, c'est sûr que les meilleurs joueurs qui pourraient l'embêter ne participeront pas à Roland-Garros car blessés. Donc, voilà, concernant le cas Yannick Sinner et le tableau masculin de ce Rome-là, on va passer côté féminin, où Elina Svitolina a quand même remporté un sacré tournoi à Rome avec un parcours vraiment très relevé, avec Baptiste dès le deuxième tour qui sortait d'un gros tournoi à Madrid, et puis surtout en enchaînant Rybakina en quart, Swiatek en demi et Gauff en finale, les trois matchs en 3-7. Ça fait surtout plaisir de l'avoir récompensé après tant d'efforts fait depuis son retour, son premier gros titre depuis 2018. Il y a un excellent match en finale contre une Gauff qui a bien commencé. Elle menait 4-2, elle a eu 3 balles de 5-2 avant de retomber dans ses travers. Et puis, Svitolina a jamais lâché. À partir de la fin du premier set, je l'ai jamais vue aussi agressive. On sait qu'elle, normalement, elle a plutôt un jeu de contreuse et défensive, mais là, c'est elle qui prenait l'ascendant très vite. Et Goff, toujours dans sa combativité extrême que l'on connaît, a délivré un super match et a fait avec ce qu'elle a pu. Elle a eu quelques occasions aussi, même si elles sont 6-2 dans le troisième set, elle a des occasions aussi dans cette manche-là. Mais encore sur quelques points cruciaux, un peu lâché par son service, euh, comme un peu trop souvent. Mais c'était vraiment un super match à suivre. Thomas, là, je vais te lancer alors, sur cette finale, si t'as envie, mais d'une manière un peu plus globale, sur l'état du circuit féminin. Pareil que pour Sinner, qui est-ce que tu vois être là le plus en forme à une semaine de Roland? Là, contrairement chez les hommes, on a un tableau bien plus ouvert avec une Sabalenka et une Rebekina qui ont moins bien géré sur Rome et Madrid et qui ont laissé passer leur chance. Est-ce que pour toi, il y a une ou plusieurs favorites claires qui arrivent pour Roland? C'est vrai que la situation chez les femmes est beaucoup plus difficile à pronostiquer que chez les hommes, puisque vraiment, chez les hommes, on a vraiment une tête d'affiche qu'on voit remporter Roland-Garros à 80-90%. Et là, chez les femmes, on pensait vraiment qu'on avait retrouvé la Sabalenka patronne en ce début d'année. Même si elle fait finale à l'Open d'Australie, elle s'était montrée très impressionnante par la suite, sur les Masters 1000 terre battue notamment. Et là, bon, bah, à Rome, elle sort prématurément, c'est comme un petit coup d'arrêt. C'était censé être la répétition générale à Roland-Garros. Les années d'avant, d'ailleurs, on avait eu beaucoup de répétitions générales comme ça. On avait déjà eu du Sabalenka-Rybakina, du Świątek, Sabalenka.
Rome, c'était quand même chez les femmes, je trouve, un petit peu voilà, l'endroit de répétitif, de répétition en tout cas, la répétition pré-Roland. Et là, cette année, bon, bah, on arrive avec beaucoup de surprises parce que bah, même s'il y a Gauff qui fait respecte son statut, qui arrive à, voilà, qui est quand même numéro 3 mondial, numéro 4 mondial, qui arrive à aller en finale. On a Svitolina hein, qui arrive un petit peu de nulle part et qui bah, détruit bout à bout les 3 des 4 meilleures joueuses du circuit. Donc, exit Rybakina, exit Swiatek, exit Gauff. De l'autre côté, Zabalenka, on s'attendait quand même à ce qu'elle arrive au moins en finale. Elle se fait sortir prématurément. Donc, et non, et pas non plus par une grosse joueuse. Hein. Solena Cirstea, c'est pas non plus l'Everest. Oui, Même si, mais elle fait quand même une immense saison oui, bien actuellement. sûr, mais bon, c'est Sabalenka quand même. Tu vois, enfin, Bien sûr, c'est quand même mais la patronne, c'est quand même celle qui tient le titre. On voit pas Solana Sistea arriver en finale à Roland. c'est sûr que non. Voilà, Mais quand même. elle est en forme actuellement. Elle était en forme, mais bon, c'est quand même une sortie étonnante. Après, bon, ça ne rebat pas les cartes pour autant. Hein. Il y avait quand même aussi beaucoup d'enchaînements, peut-être un peu de fatigue. Bon, Rome, ça reste quand même, même si les conditions sont proches, ça reste très différent de Roland-Garros. C'est pas du tout le même état mental. Donc bon, ces choses-là, Swiatek, elle a beaucoup rassuré là quand même. Elle avait sur ce tournoi-là, elle est quand même allée en demi-finale. Elle n'avait pas fait de demi-finale depuis l'année dernière. Bon, il y a quand même beaucoup de choses qui s'alignent. Rybakina, ça reste très solide. Mais voilà, il y a un gros vivier de joueuses qui sont susceptibles d'aller très loin dans le tournoi et de le gagner. Hein. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de favorite précise. Il y a plus un gros groupe constitué de Sabalenka, Rybakina et de Gauff quand même, qui fait finale à Rome, mine de rien. Donc ce n'est pas rien. Swiatek juste derrière. Mais ce serait pas étonnant de voir des joueuses comme Svitolina, justement, qui reviennent très fort, de venir se glisser en finale, en demi-finale. Donc l'état du circuit féminin, c'est à la fois assez surprenant parce qu'on pensait avoir retrouvé une dynamique un petit peu à l'image du tennis masculin en ce début de saison. Mais au final, c'est pas plus mal. Ça change justement du côté presque prévisible du tennis masculin qu'on vit actuellement. Hein. N'en déplaise à Yannick Sinner, évidemment, on est content pour lui, Hmm. mais voilà, de voir ces joueuses, de voir ce vivier là comme ça qui arrive à Roland, c'est de bonne augure et je pourrais même pas, je mettrais toujours une pièce sur Sabalenka ou sur Swiatek. On sait quand même que Swiatek, ça lui réussit bien, mais je pourrais pas non plus être aussi certain que Yannick Sinner. Ouais, bah là, c'est sûr que les dynamiques entre les deux circuits ont bien changé Mm. par rapport à il y a entre 5 et 7 ans, où on avait vraiment un circuit masculin très imprévisible et un circuit féminin où c'était généralement les mêmes qui l'emportaient. Là, depuis, on va dire, 2, 3 ans, c'est vraiment l'inverse avec chez les hommes toujours les deux mêmes qui gagnent. Et cette année, encore plus exacerbé avec Sinner, même si Alcaraz a quand même pris le premier grand chelem à Melbourne. Alors que chez les femmes, c'est vraiment euh, open bar. Même si Sabalenka avait bien commencé, avait pris les premiers gros tournois enfin, Sabalenka et Rybakina avaient pris les premiers gros tournois de la saison. Là, avec la terre battue, ça change un peu la donne. Et alors, en plus de tous les noms du top 10 très importants qu'on a dit, je tiendrai à soulever une chose, c'est que pour le moment, tous les tournois sur terre battue euh, en Europe ont été remportés par une Ukrainienne. Dans le sens où Svitolina a pris Rome, Kostyuk a pris Madrid et le 250 à Rouen. Et même en WTA 125, il y a Yastremska qui a remporté Parme, qui était en même temps que Rome. Et en plus, à Charleston, donc c'est un 500 qui est aussi sur sa battue, mais aux États-Unis. C'est Pegula qui l'a gagné, mais en battant encore une Ukrainienne en finale, Starod Dubseva. Donc, moins bien classé, mais il y a vraiment un pays qu'on n'attendait pas du tout, qui domine vraiment cette saison sur terre battue. Donc, alors, bien sûr, je ne dis pas que je vois Kostyuk ou Jan Freska gagner Roland, mais je me dis que si ça sourit à ce pays-là, pourquoi pas voir Svitolina faire le doublé Rome-Roland, ce qui serait bien mérité, parce que c'est quand même une folie que, avec toutes les demi et qu'elle est faite
euh, qu'elle n'ait pas pu faire une finale et ni même un titre en Grand Chelem, Svitolina. Et alors que, enfin, à l'image d'un Zverev chez les hommes, Svitolina va commencer à devenir la meilleure joueuse à ne jamais avoir gagné un Grand Chelem parce qu'elle a gagné 5 WTA 1000, elle a gagné non, une fois le Masters, elle fait une autre fois finale. Enfin bref, elle a quand même un palmarès assez élevé, mais il lui manque cette case du Grand Chelem. Donc même si je la classerai quand même chez The Outsider, je pense quand même qu'il faudra compter sur elle pour Roland et pour des pronos plus précis. Il faudra attendre la semaine prochaine où on fera notre traditionnel gros podcast pour les pronos de Roland Garros qui risque d'être pas mal chargé et qui risque d'être assez rapide chez les mecs, mais assez long chez les femmes parce que, comme on vous le dit, dégager une favorite, ce n'est pas simple. Thomas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, que ce soit sur Rome ou sur quelques pronos de Roland? Non, je dirais qu'il faut vraiment profiter de cette période de la saison, parce qu'en tout cas, c'est ma période préférée et que Roland Garros, c'est un petit peu le pinacle. Donc, il faut profiter des semaines qui arrivent avec le soleil, avec le printemps et espérer qu'on soit surpris à Roland Garros. Exactement. Donc là, on enchaîne une dernière semaine de tournoi avec chez les hommes le 500 de Hambourg et le 250 de Genève, et chez les femmes le 500 de Strasbourg et le 250 de Rabat, euh, qui, qui vont avoir lieu cette semaine, en parallèle évidemment des qualifications de Roland Garros qui s'annoncent bien chargées avec quelques noms sympas dans les deux tableaux. On risque de voir de sacrés matchs. Et puis, à partir du 24 mai, donc à partir de dimanche prochain, nous aurons accès au deuxième Grand Chelem de l'année à la maison, à Roland-Garros, tournoi évidemment qu'on vous fera vivre au maximum sur nos réseaux. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du tournoi de Rome chez les hommes et chez les femmes et à commencer à nous dire vos petits pronos pour Roland Garros qui va arriver très vite. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour les pronos de Roland Garros. Bonne soirée tout le monde, salut!